Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. La vidéo d'aujourd'hui sera une inauguration à une nouvelle série que je vais lancer sur la chaîne qui portera sur les fantômes asiatiques. Ce sera une série en 4 épisodes et chaque épisode sera consacré à un pays. Nous allons parler de la Chine, du Japon, de la Corée et d'un autre pays qu'il reste à définir. Donc si vous avez des suggestions pour ce dernier épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et donc pour commencer cette série, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fantômes coréens. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis actuellement en Master 2 en école de commerce en commerce international, mais avant de faire mon master, j'ai fait une licence de 3 ans en études de la culture et de la langue coréenne. Donc en fait, en vous parlant de cette vidéo, je replonge un petit peu dans des cours que j'ai eu auparavant à l'université d'Hydro, donc j'ai utilisé un petit peu ces bases-là pour l'écrire, et surtout ça me fait plaisir de vous partager une autre passion que j'ai un petit peu, on se découvre un petit peu plus au fur et à mesure, et surtout de vous parler de quelque chose qui touche à la culture coréenne, parce qu'elle est très peu connue, mais vraiment profondément intéressante. Tout d'abord, je tiens à préciser que comme la Corée du Sud et la Corée du Nord n'ont été séparées qu'en 1945, plus précisément en 1952 à la fin de la guerre, la culture de la Corée du Nord et de la Corée du Sud sont très similaires avant cette date parce qu'ils partagent des centaines et des milliers d'années en commun. Donc évidemment, quand je vous parle des fantômes coréens, je parle bien évidemment des fantômes de la péninsule coréenne, donc de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Les fantômes en Corée sont appelés Gwishin et ils sont fortement influencés par le néo-confucianisme que je vais vous présenter. Le néo-confucianisme est inspiré bien évidemment du confucianisme, mis en place par le chinois Confucius qui créa un courant de pensée et des manières de vivre qui se répandirent dans une grande partie de l'Asie de l'Est. Le néo-confucianisme prendra cependant le pas sur le confucianisme parce que c'est une version un petit peu plus douce, on va dire, du confucianisme. Je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les détails. Toujours est-il que le confucianisme et le néo-confucianisme mettront des bases en Corée qui persistent actuellement jusqu'à présent, que ce soit dans les rites et les manières de penser, et notamment la place du fils aîné dans les familles. Le fils aîné de la famille est celui qui dirige la grande majorité des rites, et plus particulièrement le rite du Chesa. Le Chesa, c'est une cérémonie durant laquelle les ancêtres sont honorés durant des rites extrêmement codifiés, menés du coup par ce fait par le fils aîné. Cette cérémonie a pour but de conduire les morts dans l'au-delà et elle est réalisée tous les ans afin d'honorer ces mêmes morts en partageant la nourriture avec eux. Du coup, le fait que le Chesa qui mène les esprits dans l'au-delà ne puisse être effectué que par le fils aîné fait que dans certaines conditions, bien évidemment, le Chesa ne peut pas être réalisé et du coup les esprits ne peuvent pas passer dans l'au-delà. C'est notamment le cas pour les familles qui n'ont pas de fils aîné, par exemple que des filles, ou les familles qui meurent avec aucune descendance. Ça évidemment, pour les détails sur les fantômes, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. En parallèle du confucianisme se développent également des pratiques chamaniques importantes. Cependant, avoir recours à un ou une chamane est très mal vu en Corée car ils sont considérés comme illégitimes par rapport au confucianisme et ils ont la réputation d'être des charlatans. Aller voir un chaman est en effet extrêmement coûteux, mais cela peut s'avérer justifié dans certaines raisons. Une cérémonie existe pour faire passer les esprits dans l'au-delà, cette cérémonie s'appelle le gut, et elle permettrait du coup de s'occuper des esprits que le confucianisme ne couvre pas, comme je vous disais, les personnes qui sont mortes sans descendance ou sans fils aîné par exemple. Cela aiderait également à apaiser en fait l'esprit des familles qui ont perdu un proche, qui ne remplissent pas les conditions couvertes par le confucianisme. Le premier esprit dont nous allons parler dans cette vidéo est celle du Togepi, appelé également gobelin coréen. Ces créatures sont connues pour posséder des pouvoirs surnaturels, interagissant avec les humains pour leur jouer des tours ou pour les aider. Le Togepi, ça va être la seule créature de cette liste qui n'est pas issue de l'esprit tourmenté d'un humain, mais qui est plutôt un esprit qui a pris possession d'un objet inanimé ou d'un objet touché par le sang d'un humain. L'apparence et la description des Togepi varient également énormément en fonction de la période historique, d'où le récit est tiré. En fonction des versions, les Togepi sont considérés comme inoffensifs, mais restent malgré tout malicieux et s'amusent à piéger les humains en leur proposant des défis. Dans le cas d'une victoire, la personne avait le droit de continuer son chemin. La version du conte la plus connue du Togepi est celle du vieil homme qui vivait dans les montagnes seul et qui reçut un jour la visite d'un Togepi.
Il fut surpris, mais lui offrit cependant de l'alcool et à manger, et ils devinrent tous les deux amis, au point où ils avaient des discussions très longues et très profondes qui distrayaient énormément le vieil homme. Un jour, l'homme décida d'aller marcher dans la forêt, et alors qu'il passait à côté d'une rivière, il vit son reflet et fut choqué de voir dans celui-ci qu'il ressemblait au Togepi. À force de fréquenter la créature, il devenait finalement petit à petit comme lui. Il décida alors de mettre en place un plan qui avait pour but d'éloigner le Togepi. Il l'invita à sa maison et lui demanda: De quoi as-tu le plus peur? J'ai peur du sang. De quoi es-tu le plus effrayé? dit la créature. J'ai peur de l'argent. C'est pour cela que je vis dans la montagne seul. Répondit le vieil homme, feignant la peur. Le lendemain, le vieil homme tua une vache et répandit le sang tout autour de la maison. Voyant cela, le Togepi, fou de rage, cria: Je reviendrai avec ta plus grande peur. Le lendemain, le Togepi revint et jeta un énorme sac d'or devant la maison du vieil homme. La créature ne revint plus jamais et le vieil homme devint l'homme le plus riche de la ville. En parallèle de ça, le Togepi peut également être extrêmement bienfaiteur, comme par exemple accorder la bonne fortune à un homme, être sûr que les récoltes soient bonnes ou veiller à la bonne santé d'un bétail. Pour ce faire, des rites doivent être mis en place afin d'amener la bienveillance du Togepi, mais des rites peuvent également être effectués afin de purger le Togepi d'un endroit, car un Togepi malveillant peut apporter incendie et maladie. Pendant très longtemps en Corée, le taux de mortalité des enfants était extrêmement haut, mais malgré cela, l'enfant n'avait pas vraiment de place dans les rites confucéens, ce qui fait qu'ils étaient fortement délaissés. Durant la période du Choson, allant de 1392 à 1897, quand un enfant décédait, il n'était pas enterré avec les mêmes rites que les personnes adultes, il était plutôt pendu à un arbre ou enterré sous une grosse pierre, donc sans réelle sépulture décente. Dans les croyances de l'époque, les parents devaient être enterrés dans le sol et les enfants étaient enterrés dans le cœur de leurs parents. Les enfants morts, du fait qu'ils aient été mal enterrés et n'ayant pas le droit à la cérémonie du Chesa, erraient dans les terres et hantaient les vivants. Ces esprits étaient considérés comme ayant des pouvoirs très spécifiques, capables de maudire une famille entière sur plusieurs générations. Du fait que le Chesa ne puisse se faire sur ces esprits, uniquement le chamanisme pouvait être utilisé pour les apaiser. Une branche spéciale lui était même dédiée, appelée Tejumudang, qui désignait un chaman possédé par l'esprit d'un enfant ou d'un bébé. Le chaman était donc appelé afin de le conduire dans un endroit adapté et calme et de libérer la famille de cette influence. La forme de fantôme la plus répandue en Corée est celle de la jeune femme vierge, un peu identique à l'image de Sadako, à savoir avec de longs cheveux noirs. Elle est appelée Mudang Greshin et elle est réputée comme étant extrêmement dangereuse car elle n'a pas pu vivre pleinement sa vie de son vivant. L'histoire la plus connue de Mongdal Greshin est celle du fantôme d'Arang. Arang était la jeune fille du magistrat de la province de Meliang durant la période du Choson. Arang avait à son côté une nourrice avec des intentions malveillantes qui paya un servant du nom de Bekka pour qu'il aille attaquer la jeune femme et la violer. Arang résista cependant violemment, ce qui provoqua la fureur de Bekka qui la poignarda à mort. Le père d'Arang crut en voyant sa fille morte qu'elle avait voulu s'enfuir avec un amant et honteux, il quitta son poste de magistrat. Par la suite, à chaque fois qu'une nouvelle personne arrivait au poste de magistrat, le fantôme d'Arang venait le hanter afin de demander son aide pour que sa réputation puisse être lavée et que la justice puisse être rendue. Tous les magistrats cependant avaient fini par s'enfuir de peur. Ce fut finalement un homme du nom de Isangsa qui promit au fantôme d'Arang de la venger en faisant arrêter Bekka et en le faisant exécuter. Arang put enfin reposer en paix. À la suite de ce conte, de nombreuses histoires de magistrats s'étant fait hanter par des Mudang Greshin furent racontées, mais bien qu'elles aient mauvaise réputation, ces entités pouvaient également être extrêmement généreuses. Dans le cas où les humains comprenaient leur malheur et décidaient de les honorer, elles pouvaient devenir des entités protectrices, notamment des bateaux et de la pêche. Afin d'apaiser ces fantômes, de nombreux hôtels furent construits dans toute la péninsule coréenne. Il est également possible de faire appel à une chamane pour faire un mariage posthume avec un esprit qui serait mort sans femme. Enfin, la dernière catégorie de personnes qui peut être citée dans cette vidéo sur les fantômes coréens est le cas des personnes qui sont mortes sans descendance tout en étant mariées. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction sur le confucianisme, quand personne ne peut être là pour faire le Chesa, les âmes des défunts ne peuvent pas aller dans l'au-delà. Ces esprits restent donc sur Terre et tourmentent les vivants tout en étant un petit peu moins virulents que le Togepi ou la Mudang Greshin.
Pour résoudre ce problème, un chaman est à nouveau appelé et il peut y avoir recours à notamment un proche qui pourrait faire les rites du Chesa pour ses ancêtres qui ne pourraient pas être emmenés dans l'au-delà. En général, le confucianisme n'accepte pas cette manière de faire, mais ça reste quand même fait afin d'apaiser les morts et également les proches des vivants. Sur l'île de Jeju également était proposée pendant un temps l'adoption d'ancêtres, notamment par des personnes qui n'auraient pas d'ancêtres. Alors je sais que c'est un petit peu saugrenu de dire que quelqu'un n'a pas d'ancêtres, mais ce serait par exemple dans le cas où ce serait un enfant adopté ou par exemple quelqu'un qui n'a jamais connu ses parents, il n'a pas de Chesa qu'il peut faire et du coup sur l'île de Jeju il était possible d'avoir recours à l'adoption d'ancêtres où du coup ces ancêtres étaient donnés à quelqu'un qui n'avait pas d'ancêtres pour qu'il fasse également la cérémonie du Chesa. Par contre il faut savoir que cette pratique actuellement n'est plus du tout utilisée. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que cette explication sur les fantômes coréens vous aura intéressé. J'ai décidé de commencer par la Corée du coup parce que c'est vraiment une culture qui me passionne énormément et aussi parce que je pense que c'est un petit peu moins connu que la culture japonaise ou même chinoise, donc je pense que ça pouvait avoir un petit peu un attrait pour vous et que ça pouvait vous apprendre énormément de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel pays vous souhaiteriez voir dans la 4e vidéo de cette série, parce que pour le moment je suis toujours pas très décidée, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner, à partager le contenu, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!